Voilà. Juste, on va pas essayer de tenter une transition parce qu'on va faire tout à fait autre chose et aller plus dans un contexte d'analyse série, un contexte national différent, mais peut-être il y a un lien avec la communication précédente qui concerne un peu la tension entre la dimension de ce que vous avez appelé la mondialisation des identités sexuelles par les séries, donc une vision internationale, transnationale, et l'aspect localisé à la télévision espagnole. La télévision espagnole a longtemps confié des personnages queer en marge de ses programmes. Mais depuis la légalisation du mariage homosexuel en 2005, on peut constater une forte et régulière présence de représentations queer avec un nombre croissant de personnages lesbiens ou bisexuels. Or, dans le contexte espagnol, le croisement de ces perspectives queer avec la cause féministe et la représentation de personnages féminins forts et complexes nous semble particulièrement marqué, peut-être plus que dans d'autres espaces culturels. La dénonciation du machisme, très présente dans les débats publics actuels, et la forte mobilisation qui l'accompagne. Il faut juste penser, par exemple, à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars. C'est une mobilisation énorme en Espagne. Donc, cet aspect souligne l'importance et la plus grande visibilité de cet aspect, notamment par rapport aux autres pays de l'Europe de l'Ouest. La production récente de téléséries espagnoles témoigne de cette évolution. On y constate notamment l'émergence de représentations plus complexes de femmes, ainsi que de modèles de vie homosexuels et queer. Une tendance actuelle à intégrer des configurations queer dans les séries historiques a particulièrement attiré notre attention en préparant ce colloque. Notamment, les années 20 et 30, donc 1920-1930, paraissent former une toile de fond idéale pour la représentation d'identités sexuelles plus complexes et alternatives, en particulier de personnages féminins. Ainsi, des préoccupations actuelles sont projetées dans le temps des avant-gardes de l'entre-deux-guerres. On se sert donc du passé pour parler du présent. Nous proposons d'explorer ces tendances à partir de deux séries espagnoles récentes, Las Chicas del Cable de 2017 et La Otra Mirada de 2018. La première est la toute première série espagnole produite par Netflix et a connu un certain succès international. L'histoire autour d'un groupe de téléphonistes dans la centrale de la compagnie du téléphone à Madrid, dans les années 20, a eu des mentions critiques positives, notamment à cause des sujets traités comme l'émancipation, la mise en question des normes sociétales et les différentes constructions identitaires complexes qui vont avec. La Otra Mirada, de l'autre côté, est une série produite par la télévision publique RTBE, présentée dans un style beaucoup plus conventionnel. Son action est située dans un internat pour jeunes filles à Séville dans les années 20 et suit un groupe de femmes qui cherchent sa voie, donc voice et chemin, dans un environnement très traditionnel. Avant de venir à ces deux exemples, nous allons faire quelques remarques sur les fonctions de la fiction historique dans le contexte des séries télévisées et on dressera un bref tableau de l'évolution de représentation homosexuelle et queer à la télévision espagnole pour que vous ayez une idée plus précise du contexte dans lequel on se situe. L'effet sonore, pas recherché. C'est un PowerPoint ou c'est... Ouais. Faut descendre. Ok. Donc, voilà le plan. Réimaginer le passé pour parler du présent. L'inscription de normes et valeurs actuelles dans les narrations sérielles n'est pas un phénomène nouveau. Il suffit de regarder les toutes premières séries télévisées comme Robin des Bois, Robin Hood, une série britannique diffusée à partir de la fin des années 50, pour comprendre comment des personnages bien contemporains sont projetés dans un passé lointain, reconstitués de manière plus ou moins authentique ou fidèle aux connaissances historiques. Pour les séries dites de qualité actuelles, Mad Men est l'exemple le plus souvent cité, mais aussi The Tudors, Borgia ou Versailles se servent de ce procédé de montrer des personnages très contemporains dans un environnement historique visuellement attrayant. D'autres, comme Le Trône de Fer,
mettent en scène un passé vaguement moyenâgeux, mais complètement imaginé, selon les règles du fantastique, pour parler du sex and crime et d'intrigues politiques rappelant également les fictions de genre bien contemporaines. Dans Consuming History, Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture, Jérôme de Groot souligne que l'histoire peut être vue à la fois comme, je cite, une source, un décor, un cadre ou un motif pour divers types de productions telles que des comédies, des fictions dramatiques ou fantastiques. L'authenticité de ces œuvres ne résiderait plus dans la façon dont elles représentent le passé, mais plutôt dans la manière dont elles permettent de mieux comprendre le présent. La représentation historique, aussi dans les exemples que nous allons analyser par la suite, doit donc se plier aux lois de la série, pour reprendre le titre du célèbre livre de Paul Camara, dont on célèbre les 100 ans ce mois-ci. Dans le contexte conjoncturel, des séries télé depuis les dernières 10 à 15 années, cela se traduit par un environnement très concurrentiel qui impose à chaque nouvelle production de surpasser encore ce qui a existé auparavant. Andreas Sundman souligne que cette surenchère se présente aussi bien au niveau intrasériel qu'au niveau intersériel. C'est-à-dire que d'un côté, chaque nouvelle série se positionne par rapport à d'autres séries qu'elle devrait dépasser pour s'assurer de son succès, par une production encore plus coûteuse, un décor encore plus spectaculaire ou la création d'une marque visuelle encore plus forte. Mais de l'autre côté, l'idée de cette surenchère se traduit aussi à l'intérieur d'une série dont chaque épisode et chaque saison doit en quelque sorte surpasser la précédente pour garder le suspense. Ainsi, on peut s'attendre à ce que La Chica del Cable de Netflix doit être vue en contexte d'autres séries Netflix en ce qui concerne les qualités visuelles et narratives, mais aussi la façon dont sont traités les aspects queer. Pour La Otra Mirada, le contexte national de RTBE nous semble également très important pour comprendre les représentations et les prises de position politiques qui vont avec. D'accord. Ok, on fera un petit tour sur la représentation les représentations queer à la télévision espagnole. C'est bien connu que la télévision espagnole n'a pas toujours été très inclusive. Au fil des ans, la représentation des personnages queer a été limitée aux personnages secondaires dont les rôles n'ont pas influencé les histoires des personnages principaux, qui étaient toujours hétérosexuels. En général, on peut constater une évolution partant d'une phase de visibilité des personnages gays à partir des années 90, puis en tournant avec la légalisation du mariage homosexuel en 2005, qui a induit une mise en valeur de modèles familiaux alternatifs et, dans les toutes dernières années, une représentation plus importante d'une diversité queer. Par exemple, non, comment? Ok, d'accord. C'est avec Todos los hombres son iguales que le groupe queer a commencé à trouver une certaine visibilité. L'histoire autour de 3 colocataires homosexuels qui finissent par adopter la fille d'une mère célibataire deviendra ainsi la première série télévisive qui donnera une visibilité totalement naturelle des relations homosexuelles. Plus tard, cette représentation naturelle sera consolidée avec le plus célèbre couple gay du début du siècle, Mauri et Fernando, de la série Aquí no hay quien viva, propose un modèle de famille alternative en ayant un fils avec les meilleurs amis, ici, une lesbienne dont résultera au cours de la série une famille arc-en-ciel patchwork de 4 parents gays et un fils. Plus tard, avec l'arrivée du mariage homosexuel en 2005, les réseaux commenceront à proposer plus de séries avec des personnages queer, y compris les couples non normatifs les plus célèbres des dernières années. Il s'agit d'Hôpital Central, et la série qui fut la première à inclure le mariage légal entre deux femmes. Ce fait marquera en tournant dans les représentations des personnages non hétéronormatifs et de leur relation à la télévision espagnole. Car l'épisode du mariage entre Maca et Esther n'a pas seulement provoqué aucune conséquence négative, mais il est devenu l'épisode le plus regardé de la télévision espagnole jusqu'à présent.
Après, plus tard, en 2008, paraîtra Physica o Química, la série de jeunesse qui inclut non seulement diverses façons de comprendre la sexualité, mais également les premiers couples de gays adolescents de la télévision espagnole. En progressant dans le temps, nous verrons également une histoire d'amour lesbienne dans les séries Allí Abajo, ici, qui raconte l'histoire entre une pédiatre et une infirmière dans une clinique privée à Séville. Il est peut-être intéressant de noter l'origine et développement de l'intrigue qu'à Séville, bien qu'elle soit une ville relativement tolérante vis-à-vis du collectif, a un machisme conservateur très strict dans les relations lesbiennes. Tout de suite, Dans notre analyse, nous allons aborder Las Chicas del Cable de 2017 jusqu'à aujourd'hui et La Otra Mirada 2018 et 2019, deux exemples récents de séries à grand succès qui nous semblent bien refléter quelques tendances essentielles des représentations queer dans les séries espagnoles. Les deux ouvrent des espaces pour un imaginaire queer potentiellement innovateur et créatif à trois niveaux. D'abord par la représentation de personnages queer, deuxièmement comme intervention queer, c'est-à-dire par l'interaction directe avec des phénomènes ou débats de société, et troisièmement par l'intégration médiale, pour reprendre la terminologie de Rainer Geisler, de personnages queer dans la production et réception. La série Netflix, Las Chicas del Cable, a connu un accueil favorable pour montrer des constructions identitaires complexes, notamment de personnages féminins, et pour inclure des perspectives défiant l'hétéronormativité. Mais dans notre analyse, nous montrerons que malgré cette approche tout à fait dans le sens d'une télévision queer, Las Chicas del Cable peut finalement plutôt être comprise comme symptôme d'une certaine hypervisibilité d'un queer se dissolvant au final dans les représentations majoritaires très consensuelles. Bien que La Otra Mirada de la station publique RTBE soit une production beaucoup plus conventionnelle au niveau esthétique et narratologique, notre analyse révélera une inscription très directe dans son environnement de réception, notamment contre le machisme manifeste dans la société espagnole. La Otra Mirada poursuit donc une approche assez durable et localisée, beaucoup moins dépendante du mainstream transnational de Las Chicas del Cable de Netflix. Ok, on parlera de Las Chicas del Cable, cette série qui se déroule dans les années 1920 et vise à refléter la cause féministe en représentant des personnages féminins à la recherche de leur pouvoir. On a ici 4 de protagonistes. Et les histoires, bien qu'elles sont différentes les unes des autres, ont en commun le lieu de travail des protagonistes dans le centre d'appel de la première compagnie de téléphone espagnole. Ainsi, Las Chicas del Cable met en avant la cause féministe dans toute sa complexité. Accès au travail, droit de vote, maltraitement, vie indépendante des hommes. Et reprend aussi les enjeux de l'époque des années 20, tout en abordant des questions toujours d'actualité. Ainsi, les 5 protagonistes, comme j'ai dit, Sarah, il n'est pas là. Les 5 protagonistes femmes montrent des attitudes de transgression d'énormes expectations sociales, parfois dans une perspective queer. Par cet ensemble de femmes diverses, munies d'une volonté et d'un pouvoir d'action exceptionnel, la série met en question l'homopatriarcat et l'homonormativité omniprésent et se positionne comme série féministe et queer. Cependant, Las Chicas del Cable participe également à promouvoir une hypervisibilité du collectif qui, bien que conçu dans un but positif, n'arrête pas de concentrer l'intrigue queer sur des personnages seulement. La série présente Carlota, une fille assise qui cherche à se prendre en charge et à se révéler contre les conventions imposées par la société de l'époque, en défiant le rôle assigné aux femmes de son milieu. Elle cherche un emploi pour s'assurer d'une autonomie vis-à-vis de sa famille. Elle participe aux conférences au lycée de Madrid, lieu de rencontre des personnalités féministes de l'époque,
telles que Victoria Kent ou Clara Campoamor. Elle rencontre Sarah, elle est là, un chef des opératrices téléphoniques de la compagnie, une femme avec une personnalité splendide et dure qui finit par l'entraîner dans le cercle féministe du lycée. Ce qui débutera comme une relation entre colère pour la cause féministe deviendra une relation amoureuse lesbienne au sein d'une constellation polyamoureuse. Car Carlota poursuit sa relation hétérosexuelle avec Miguel. Et ces relations polyamoureuses réveilla dans Sarah une partie de sa vie jusqu'alors cachée. C'est surtout dans la 12e saison de la série que l'histoire autour de son identité trans est développée davantage. Si on le montre ici, Sarah, juste au début de la série, l'histoire de Sarah et Carlota se développera au point de devenir une relation hétérosexuelle, car Sarah assumera son identité d'homme trans au sein de la famille de Carlota. Si on parle des éléments extratextuels, une scène clé pour l'évolution d'identité trans de Sarah se trouve dans le dernier épisode de la première saison. Et j'espère que ça marche. Ça marche pas. Ça marche pas, donc on se dit. Est-ce qu'on peut faire... Est-ce que vous avez vu le clip dans le Ouais. C'est pour le montrer. Je vais faire C'est dans le folder. Là. C'est juste quelques secondes. Oui. Sarah porte une chemise de Miguel et se regarde dans le miroir. À ce moment, la manière dont elle saisit les vêtements et son sourire nous permettre de comprendre l'existence d'un personnage trans dans l'histoire qui, comme nous l'avons vu, se développera au cours des saisons suivantes. On peut parler... Ici? Ouais. C'est là que tu prends la vidéo. Sinon. Ici? Oui. Parfait. Ok. Mais la série nous fournit également quelques exemples pour une intégration médiale des personnes queer au niveau de la production. Ainsi, la chanson principale, Hablarán de ti y de mí, est interprétée par Vanessa Martín, qui n'est pas seulement connue par sa musique et les textes de la chanson, mais aussi en tant qu'une des chanteuses à avoir parlé ouvertement de son orientation sexuelle, indiquant qu'elle tombe amoureuse des gens, pas des organes génitaux. Ici, on a le texte. Soy libre para amar, etc. Dans ces fragments de la chanson, nous pouvons comprendre comment l'auteur parle de liberté sexuelle et affective, ainsi que de faire référence au moment mentionné ci-dessous, dans lequel Sarah fait référence à sa condition sexuelle. Comme Vanessa elle-même commentait dans une interview offerte après la première de la série, elle n'a pas composé le sujet avec cette interprétation directe ou seulement. Il s'agit plutôt d'une réalité qui peut être extrapolée à n'importe quelle situation personnelle et pour laquelle le producteur a décidé d'en faire le thème principal de la saison. La musique de Vanessa Martín marque ainsi le lien entre passé et présent. En actualisant le passé historique des années 20, la chanson donne un signal qu'il ne s'agit pas de rechercher une authenticité historique, mais plutôt d'un regard porté sur notre présent d'aujourd'hui. De manière implicite, le générique nous renvoie au potentiel queer de la série. La réalisation visuelle très contemporaine le souligne. Alors, on passera au deuxième exemple, un peu plus rapide, la Otra Mirada. Cette série, dont la première saison est sortie en 2019 et la seconde vient de commencer il y a une semaine, paraît à première vue beaucoup plus conventionnelle, notamment au niveau esthétique et narratologique, comme je l'ai dit. Cependant, une analyse détaillée de la série et son contexte d'énonciation révèle un potentiel presque subversif dans ce produit d'un mainstream assez consensuel.
La nouvelle perspective annoncée par le titre La Otra Mirada, l'autre regard, se réalise de plusieurs façons. Le lieu d'action est un internat pour jeunes filles à Séville dans les années 20. On y éduque les filles des familles de la bourgeoisie des notables pour les préparer à devenir de bonnes épouses et mères. Ici, vous voyez le regard traditionnel, la mirada traditionnelle de ces filles qui, chaque matin, donc en haut, à la même heure, se retrouvent derrière le grand portail en fer de l'Academia para Señoritas pour attendre avec excitation ce qu'elles appellent la hora peralta, l'arrivée des 3 garçons d'une des premières familles de la ville qui paradent tous les jours à la même heure devant ce portail-là, comme des coqs devant le portail, pour se faire admirer dans un jeu de séduction et de flirt. C'est la photo en bas. Les 3 passent tous les matins devant le portail pour se faire admirer par les filles. Et les filles aiment ça. Ce monde, avec des rôles de genre bien figés, est brusquement mis en cause avec l'arrivée du nouvel professeur, Teresa. Cette femme du monde célibataire est en réalité à la recherche de réponses autour d'un crime qui ajoute un peu de suspense à la série. Avec son attitude émancipée et sa grande autonomie, elle met en question les conventions et traditions tout en entraînant avec elle une bonne partie des élèves et d'autres professeurs qui oseront finalement à s'épanouir davantage. Ce rôle en tant qu'agente de changement est souligné visuellement par la couleur de ses cheveux, sa posture corporelle, mais surtout par sa façon de s'habiller, entre autres avec des pantalons, comme vous pouvez le voir. Le nouveau regard est finalement aussi réalisé à travers d'autres personnages qui, grâce aux irritations productives ou interventions peut-être queer de Teresa, ouvrent les yeux pour se réaliser autrement. Ainsi, Manuela, c'est la deuxième à gauche dans la photo en bas, Manuela, la directrice de l'académie, pour qui la carrière va avant tout, elle osera quitter son mari et de questionner ouvertement les expectations et normes sociales. Et Angela, une des professeurs, découvre son attraction pour les femmes et est douloureusement déchirée entre sa famille, surtout ses enfants, et l'artiste lesbienne Paola, mère d'une de ses élèves. Ainsi, La Otra Mirada met en question, parfois de manière radicale, les normes et contraintes sociétales de l'époque, notamment à travers la trame principale de la première saison. Roberta, une des élèves de l'internat, est encouragée par Teresa à dénoncer son viol par un des fils de la riche famille Peralta, les 3 garçons qui paradent devant la porte, le portail. Lors du procès et de sa préparation, des thèmes très actuels quant à la situation de la femme sont abordés, notamment le problème du machisme. L'action culmine dans l'annonciation du verdict qui punit bien Rafita Peralta, donc le jeune garçon qui a violé la fille, mais avec une sentence très clémente, une amende avec une somme ridicule à payer pour cette famille riche. Cet épisode est à la base d'une intervention, puis non intentionnée par les producteurs, et c'est une intervention qui vise la société espagnole, car la diffusion de cet épisode 8, en juin dernier, a eu lieu en même temps que la libération conditionnelle des violeurs de la Manada. Il s'agissait d'un viol en groupe d'une jeune fille en marge de la Feria de Pamplona et dont la condamnation scandaleuse des responsables à des peines relativement courtes a provoqué une grande mobilisation avec des manifestations massives. Vous voyez ça ici en bas, une photo du procès de Roberta, donc la jeune fille violée dans la série. Ainsi, nous pouvons voir à travers l'exemple de La Otra Mirada comment des séries plus conventionnelles peuvent, elles aussi, constituer un terrain fécond, sinon pour des interventions, au moins pour des irritations queer. Peut-être que l'environnement différent de la télévision publique, avec ses restrictions nombreuses, permet plus facilement d'échapper à la surenchère, cette surenchère continuelle vers le spectaculaire et les conflits qui se résoudront finalement dans les happy endings consensuels. Donc à la fin de Las Chicas de Cable, tout le monde se trouve dans une relation plus ou moins hétéronormative. Je viens à la conclusion. En conclusion, nous pouvons constater que les séries prennent toutes les deux fermement position contre toute forme de patriarcat, hétéropatriarcat comme homopatriarcat, et défendent la cause féministe. Par la diversité des points de vue féminins et par la négociation des normes de la société, elles ouvrent également un espace pour l'émergence de personnages et d'idées queer.
nous tenons à souligner que Sarah, Oscar, donc Oscar c'est l'identité masculine, est un des rares hommes trans représentés à la télévision espagnole. Cet espace est situé dans l'Espagne des années, cet espace d'énonciation, dans l'Espagne des années 20, une époque caractérisée par l'avènement de nouvelles idées et une modernisation accrue de la société. Cependant, dans ce parallèle recherché avec aujourd'hui, réside le paradoxe qu'il s'agissait à l'époque d'une période de liberté relativement courte, terminée par la catastrophe des années suivantes. Mais les deux séries sont également marquées par leur contexte de production respectif. Dans Las Chicas del Cable, nous pouvons constater une recherche de la surenchère et du spectaculaire, faisant de chaque épisode un événement et garantissant sa compatibilité et sa compétitivité internationale, aussi par de multiples références à d'autres séries de qualité internationale. La Otra Mirada, par contre, se présente comme beaucoup moins spectaculaire, mais profondément ancrée dans le contexte national espagnol. Ainsi, elle s'inscrit dans un lieu historique très précis, la Séville des années 20, et poursuit le projet de parler de l'émancipation et des différentes façons d'être femme dans une Espagne marquée par un machisme ambiant très prononcé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On m'a indiqué qu'on a un peu de flexibilité. Alors, on a 10-15 minutes pour des questions. Alors, c'est à vous. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'est, j'ai trouvé intéressant l'accent que vous avez mis sur la dimension de s'opposer au patriarcat, une certaine dimension de féminisme. Et limite, donc, ça va vers une élaboration d'une pensée civile qui fait écho au débat de société, qui aussi en engage d'autres, qui engage des manifestations, qui s'ancre à des manifestations existantes. Ma question était concernée donc la télévision. Qu'est-ce que c'est que le média télévisuel dans ce cadre ? Est-ce que vous pourriez dire un peu plus sur les contextes de diffusion, sur la présence aussi des nouvelles plateformes, sur une idée de télévision très contemporaine finalement pour ces nouvelles séries dont vous parlez. Et j'apprécie l'historique de l'avant 2005, etc. Donc je me posais la question, est-ce que avec le changement de nouvelles habitudes de réception, cette idée d'ancrage dans un espace social et civil reste le même, fonctionne différemment, voilà. Je commence, tu complètes? Ou tu veux dire? Non, tu commences parce qu'on a déjà parlé, surtout, non? Ouais. Parce que Netflix n'est pas la même chose. Oui, je crois l'enjeu, mais d'abord il faut rappeler la raison pour laquelle on s'est limité à l'Espagne, c'est que c'est un contexte de télévision très national. Donc l'Espagne produit, je crois, c'est la plus grande productrice de séries en Europe, mais de séries de qualité plus ou moins acceptable, disons. Donc parfois c'est un défi de regarder des séries espagnoles, il y a de très bonnes également. Mais la télévision reste très nationale et on voulait dire dans ces deux séries se reflète justement cet enjeu-là. Netflix, la plateforme internationale, qui a aussi ses règles. Donc je parlais d'une surenchère, c'est une traduction maladroite de Serielle Überbietung. Il y a des traducteurs peut-être ici qui savent mieux que moi. Donc le fait qu'il faut toujours faire plus et se positionner par rapport à d'autres séries. C'est très présent. Et quand je parle d'ancrage, dans un lieu et dans un temps précis, pour Las Chicas del Cable, les téléphonistes, c'est pas le cas. Donc il n'y a presque aucune inscription dans un lieu. On ne voit pas d'écriture sur les bâtiments, etc. Ça se passe à Madrid, mais on n'a pas de vue de ville. Et par contre, pour la télévision nationale, on n'a que ça. C'est ancré dans la société, dans ses vies. La ville est omniprésente. Les inscriptions en espagnol, les références culturelles qui sont vraiment, à part les quelques féministes connus au niveau international, dans Las Chicas del Cable, on n'a pas ça. Donc je crois qu'il y a une divergence et si je ne me trompe pas, les habitudes espagnoles sont beaucoup plus ancrées dans la télévision nationale que dans les pays, dans d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, je crois. Tu restes complètement? Non? Je ne sais pas si ça répond, mais c'est un peu... Oui, cette dimension de... Et par exemple, pour aussi l'idée de pouvoir transposer une série dans d'autres contextes, Las Chicas del Cable, c'est regardé partout. Et c'est délocalisé par le public.
Donc on peut regarder ça sans avoir aucune idée de l'Espagne, sans s'intéresser pas du tout à ça. C'est juste une histoire qui fait écho à d'autres séries. La narratrice, c'est la voix que moi, ça m'a rappelé à Desperate Housewives, par exemple. La femme qui raconte ça de Mystery Lane, ici, c'est pas Mystery Lane, c'est la compagnie de téléphone, mais c'est ça qui est un élément intéressant qui est repris pour justement s'inscrire dans ce contexte-là. Et si vous regardez La Otra Mirada, c'est en ligne, on peut le voir sans problème, je pense aussi ici. C'est très traditionnel dans le sens d'être visuellement très oignant. Ma grand-mère aurait aimé ça aussi, pas pour le contenu, mais pour la forme. Mais le contenu est tellement axé sur le contexte espagnol que ça peut provoquer ces réactions-là, que les gens, l'histoire de la coïncidence du procès avec la diffusion de la série, ce n'est pas voulu. La série était tournée longtemps avant. Mais c'est coïncidé, les gens l'ont lu comme ça, comme commentaire de leur quotidien social. Je ne pense pas qu'un public Netflix aurait eu cette réaction-là. Pour dire, Netflix a fait ça pour nous les Espagnols, notre contexte, etc. La langue est aussi très importante parce que je suis traducteur. C'est plus facile de traduire las chicas del cable que La Otra Mirada. C'est plus facile. La langue est très facile. On peut traduire tout le message, mais dans La Otra Mirada, très compliqué. Je crois aussi que votre démonstration, elle montre bien comment les ancrages régionaux sont particulièrement importants et ce que vous avez dit pourrait être pas mal valable aussi en France, parce qu'il y a, comme en Espagne, et quelque chose de très différent de l'Amérique du Nord, encore une télévision publique extrêmement forte qui finance de manière très active ses productions sérielles avec une connaissance du patrimoine, de l'héritage et une volonté de répercuter le patrimoine et l'héritage à l'intérieur de leur production. Et Netflix, qui a cette politique d'implantation locale, mais à partir de recettes industrielles nord-américaines qui doivent être adaptées jusqu'à une certaine mesure aux réalités et aux goûts locaux, a des histoires d'échecs dans chaque pays. En France, on a une série, la première série de Netflix s'appelle Marseille, qui a été un échec total du point de vue de sa réception et de son succès, même si des grosses stars comme Gérard Depardieu avaient été engagés pour mener la chose. Et le fait qu'il y ait une absence de spatialité dans la Chicas del Cable reprend aussi ce malaise à pouvoir sortir de ces recettes industrielles qu'elles apportent. Est-ce que vous avez l'impression donc qu'il y a, pour revenir au thème queer de la conférence, est-ce qu'il y a là quelque chose d'un peu étrange dans le fait que finalement l'approche patrimoniale nationale arrive malgré elle à rentrer en écho ou rentrer en contact, direct ou indirect, avec des évolutions profondes et peut-être à tendance queer de nos sociétés occidentales? Et je dis ça avec évidemment la parfaite connaissance que nos prochaines élections européennes risquent de nous mener encore bien à droite. Et donc je ne suis pas très optimiste là-dessus, mais est-ce que malgré tout, ce ne serait pas un petit exemple, un petit espoir là-dedans? Oui, tout à fait, je pense. C'est un paradoxe et aussi une surprise en regardant justement ces séries nationales, ennuyantes, si j'ose dire, etc., qu'il y a quand même ces irritations-là qui dérangent, qui sont omniprésentes. Ça traduit aussi très bien pour la société espagnole la tension entre une société très ouverte au questionnement queer et un traditionnalisme très ancré. Justement, on a vu ça en Andalousie avec les dernières élections en début de l'année, avec Vox, donc le parti d'extrême droite, qui a eu un grand succès, beaucoup plus que dans les élections nationales il y a 15 jours. Donc je crois que c'est là. Et je pense aussi que pour produire une série espagnole, on se positionne, si on le veut ou pas, par rapport aux séries internationales. Mais on a des restrictions de production nationale tellement fortes, il faut produire des heures. Et la série est très longue, il faut répondre aux attentes de son public-là. Il y a très peu d'émergence, d'innovation complète, à mon avis, tu peux me contredire, pour la télévision nationale publique en Espagne. Mais on ne peut plus faire une série comme avant. Donc, il faut avoir ces personnages queer. Et ce qui est étonnant de cette série-là, que c'est bien fait. On peut vraiment irriter, c'est pour ça qu'on a pensé au terme d'irritation queer, irriter un peu le flux traditionnel de la narration par des personnages, par des idées qui dérangent, qui donnent de nouvelles perspectives d'ouverture vers la société.
J'aurais peut-être une petite dernière question. Vous avez parlé justement de la manière que les téléséries qui se situent dans le passé se servent du passé pour parler du présent. Et je me demandais s'il y aurait moyen de parler d'une manière un petit peu plus idéologique du rapport entre un certain passé qui est construit dans le cadre de l'émission et un présent, un désir du présent envers le passé. Par exemple, je me demandais qu'est-ce qu'il y a dans les années 20, les années 30 qui offre des ressources justement pour une narration queer. Ça, c'est la première partie de la question. Alors, c'est un contexte avant le fascisme, c'est un contexte où on voit l'arrivée du féminisme et tout. Donc, je réponds un peu à ma propre question. Et en même temps, je me demande s'il y a un mouvement dans l'autre sens, une renarration du passé qui passe par ces séries-là, où on va justement introduire des personnages queer, des personnages trans, et aussi une présence féministe dans un passé qui est toujours en mouvement par rapport à l'imaginaire du présent. Oui, tout à fait, mais vous avez donné la réponse vous-même en partie. C'est l'époque des avant-gardes des années 20, et justement l'émergence du premier personnage queer ou trans plus que queer à l'époque, avec les premiers succès en médecine, les premières opérations, on a parlé hier justement, possibles pour changer le corps. Et c'est aussi mis en scène d'ailleurs dans la série Netflix, mais aussi un espace qui est vu comme la danse sur le volcan, donc un espace de liberté absolue, une série qui n'est pas dans le corpus parce qu'elle n'est pas espagnole, qui a traduit ça, c'est Babylon Berlin, qui a eu un grand succès international, qui joue sur cette idée-là, d'une complète liberté, qui est d'autant plus libre qu'il y a un grand danger après. C'est ce que je voulais faire allusion à cela vers la fin, que je dis, ici, il n'y a pas question de ça. On ne voit pas d'ombre planer sur l'Espagne qui sera après dans la guerre civile et après sous la dictature franquiste. Pas du tout. C'est complètement omis. C'est un peu étonnant un peu. On le sait, mais c'est comme un passé qui est un passé idyllique, etc., qui est juste un cadre pour ces histoires contemporaines. Un peu comme Game of Thrones qui fait ça aussi, imaginé. Sauf qu'ici, il y a quelques références, mais ce danger n'est pas du tout présent. Dans Babylon Berlin, on a ça. Dans le Berlin qu'il a, tout le désespoir devant l'arrivée du fascisme est mis en scène. Dans une frénésie de musique moderne, etc., la danse, etc., on n'a pas ça là-dedans. C'est plus subtil, mais ça doit être cet espace, cette époque-là, cet espace-là, je crois, la ville, et les années 20 et 30, à cause de ce que vous avez dit, le droit de vote des femmes, le mouvement féministe qui est né, mais aussi le questionnement par rapport au corps, les identités trans et homosexuelles, qui est là. Ça ne peut pas se passer à la campagne. Et pas en dehors de l'Europe, je crois. Il y a une deuxième époque où ça pourrait être le cas, qui est aussi mise en scène par certaines séries, c'est la fin du siècle, 19e, 20e siècle, qui est aussi perçue comme une certaine époque de liberté. Mais il y a beaucoup moins d'exemples. Mais peut-être juste pour vous relancer, parce que je viens de découvrir certaines de ces séries sur Netflix, pas toutes, mais c'est sûr que si on pense à Velvet aussi, où il y a une présence queer dans le personnage masculin de Raoul de la Riva, je pense. En fait, on était quand même étonnés de voir une série qui porte sur les années 50-60 en Espagne qui n'aborde pas du tout le fascisme. Donc, à quelque part, est-ce que le queer passe? Est-ce que certains enjeux féministes passent, mais un retour au passé fasciste ne passe pas à la télé espagnole? Mais pas en Espagne, pas seulement à la télé. C'est les controverses, je ne sais pas si tu veux en parler, actuelles. Mais sur le cadavre de Franco, si on peut déterrer Franco et vraiment reparler du passé, et ça montre que ça reste un chapitre très douloureux pour la société espagnole. Et je ne pense pas, mais tu peux me contredire,
que ce serait possible de faire une série télévisée, justement, qui inclut cela dans un contexte de libéralisation de mœurs, etc. J'imagine difficilement ça. Libéralisation pendant le franquisme. Ou avant. Donc, mettre dans ce type de série une prise de franquisme ou... Mais Raoul de la Riva n'est pas officiellement queer. Pas du tout. On pense qu'il est queer, mais il n'est pas officiellement queer. Il n'a dit jamais qu'il est queer, qu'il est gay. Parfois, il parle de femmes, parce qu'on parle de Velvet. L'acteur, il a dit que le personnage n'est pas queer, officiellement. Et ce qui compte, c'est l'intention du public. Oui. L'acteur peut dire tout ce qu'il veut, donc on peut voir du queer sur le genre. Mais l'acteur est queer, l'acteur est gay, officiellement, c'est pour cela. Mais le personnage... On peut projeter nos fantasmes. Bien, merci beaucoup à Christophe et Antonio. Et, on va prendre une pause maintenant pour la suite.